à toutes et tous, et c'est une nouvelle fois avec un très grand plaisir que je vous accueille dans mon petit atelier en devenir. J'ai envie de rajouter une vidéo à la série sur la défonceuse sous table, juste pour vous la présenter, vous la montrer en utilisation. Là je vais piocher un peu dans des vieilles vidéos, je pense que j'irai pas jusqu'à usiner un petit morceau de bois, mais voilà, vous montrer comment elle se comporte, comment elle réagit, comment je l'utilise, ses fonctionnalités, ses forces, ses faiblesses, et ainsi que quelques accessoires que j'ai créés pour elle et que je trouve très pratique à l'utilisation au quotidien. Voilà, et bien écoutez, on enchaîne direct. Donc pour commencer, voici la bestiole dans son environnement. Comme on peut le voir, c'est quand même relativement grand, surtout eu égard à la taille de mon atelier. Mais c'est finalement pas un très très gros handicap, je la range sur le côté, elle me gêne pas trop. Et chose que j'avais pas prévue, je l'utilise souvent comme un second établi finalement. Alors bien sûr, je fais que des choses dessus qui risquent pas d'abîmer le plateau. Mais voilà, du coup sa taille ne me gêne pas forcément. En façade, on a tous les tiroirs qu'on a vu sur les dernières vidéos avec les rangements. Là, j'ai mis tout ce qui est les accessoires principaux que j'utilise le plus souvent. En dessous, j'ai mis les fraises de défonceuse que je range par le dessus dans des boîtes avec des petites identifications de manière à pouvoir trouver directement ce dont j'ai besoin. Et puis d'autres accessoires qu'on regardera tout à l'heure sur les côtés. Pour l'instant, le dessous n'est pas encore trop équipé. J'ai même encore la chance d'avoir des tiroirs libres. Voilà, donc je range là-dedans des choses que j'utilise pas très souvent et qui sont moyennement encombrants, mais qui me prendraient bien la tête ailleurs. Voilà. Concernant la défonceuse elle-même, elle est en poste fixe à l'intérieur. Ça m'arrive de la sortir pour la nettoyer, mais ça pas si souvent finalement. J'ai pas ce gros besoin. Et j'y ai mis, comme on peut le voir ici, un flexible dans l'accès d'évacuation l'accès aspirateur de la défonceuse pour pouvoir y brancher un aspirateur. Ce qui me donne une double possibilité sur le guide ou ici. Voilà, j'en profite pour ranger tout ce qui concerne un peu l'électrac de cette partie-là. Sur l'arrière, on a vu là que j'ai gardé la trappe. Je l'ai finalement pas fermé parce que ça me permet de sortir la cablasse de la défonceuse par cet intermédiaire et ça me donne un accès à l'interrupteur qui est ici, et c'est important d'avoir accès parce que sur cette défonceuse, pour pouvoir changer la fraise, il faut que l'interrupteur soit obligatoirement sur off, sinon on ne peut pas se verrouiller, ce qui est une sécurité. Voilà, le guide dans sa position de repos, toujours à peu près comme ça me permet de protéger le puits et puis de surtout pas avoir d'encombrement. Alors il est toujours verrouillé quand je suis en statique, de manière à pas prendre de risque à le faire tomber. Donc voilà à peu près pour la petite présentation. Je vous propose maintenant de regarder le guide d'un peu plus près. Donc le guide pour le défaire, c'est très simple. On tourne une molette et hop, il devient libre de mouvement. Pour refermer, hop, ça y est, c'est verrouillé, c'est super simple, c'est très efficace. Concernant les joues, vu que j'ai mis des vis à empreinte à laine, j'ai en permanence le petit tournevis à laine qui va bien, et il me suffit simplement de desserrer un peu, juste quelques quarts de tour suffisent, de manière à pouvoir ouvrir les joues et refermer. Alors l'avantage qu'il y a d'avoir fait ce montage là et d'avoir pris des rails fiables et compagnie, c'est que quel que soit l'écart que je donne, je suis sûr et certain. Est-ce que j'ai un morceau de bois pas être terrible ça. Oui, non, c'est vraiment pas terrible. Je peux pas vous montrer avec ça. Celui-là, il a été dégauché il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est sûr que les joues sont parfaitement raccord l'une à l'autre, même quand l'espace entre les pièces est très important. On retrouve sur le dessus l'espèce de colle de cygne qui s'adapte ici. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est la pièce que j'avais cannibalisée sur une vieille radouille de je ne sais plus quelle marque que j'avais récupérée. Et ce qui me permet d'installer très facilement ma série de presseurs. Donc c'est tout simple à mettre, c'est juste, hop, j'adapte ça comme ça.
Voilà, je pose, je mets ma pièce, une légère pression, je verrouille, et voilà. Et là, j'ai un presseur qui est en place. Bien évidemment, j'en ai un deuxième. Alors là, j'étais un peu couillon parce que j'avais les deux attaches sur le même. Déjà, c'est tout moi, ça. Donc, ça me permet, par exemple, d'avoir un presseur sur le dessus et un presseur sur le côté quand je peux l'utiliser. C'est pas forcément toujours le cas, ça dépend de la taille des pièces. Le col de scie n'est pas très très grand. Voilà, donc c'est pareil, je mets une légère pression, je verrouille, et là du coup j'ai un pressage des deux côtés. Donc ça a un double avantage de faire ça. Je ne vais pas vous apprendre grand chose, hein. Ça a un double avantage, c'est que, je suis sûr qu'au moment où le bois va passer au niveau de la fraise, il va être exactement au bon endroit, bien placé correctement. Et le deuxième avantage, c'est dans le cas hypothétique d'un rejet, ma pièce repartirait vers l'arrière et du coup là mes mains sont obligatoirement bloquées par les presseurs et je n'ai aucune chance d'avoir un contact avec la fraise. Donc ça a un office de garantie en fait du positionnement de la pièce, mais surtout ça a un office de sécurisation. À noter que je ne peux pas toujours forcément utiliser celui-là, par contre celui du dessus je le mets en permanence, même quand j'ai pas besoin de presser les pièces ou quand le pressage peut devenir un handicap, un problème, je le mets malgré tout en le mettant légèrement au-dessus, de manière à toujours avoir une protection sur enfin, que l'un ne puisse pas atteindre la fraise. J'ai d'autres accessoires comme celui-ci par exemple qui peuvent s'adapter. Là par contre pour l'instant j'ai pas encore fait de montage dessus, c'est prévu pour l'avenir, mais pour l'instant quand les quelques fois où je les ai utilisés, je l'ai placé comme ça avec un serre-joint. Juste là encore une fois le but était de protéger mes petites mimines. J'en ai qu'une paire et je ne suis pas sûr de pouvoir en recommander d'ici là, donc j'essaye d'y faire très très attention. Je pense qu'on a fait le tour à peu près du guide. Oui, je pense qu'on a vraiment fait le tour, que j'ai rien à rajouter. Bien, je vais vous présenter maintenant la méthode que j'utilise pour caler mon guide d'une manière fiable et rapide. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Au début, je le faisais avec un réglet de tout-plieur. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, vous le savez aussi bien que moi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu fastidieux à l'usage et pas forcément fiable. Ça m'obligeait à faire toujours des petites corrections de l'ordre du quart de millimètre, dixième de millimètre, vingtième de millimètre. Oui, c'est vrai que je suis un peu psychorigide des fois, je reconnais. Mais bon, il y a d'autres méthodes qui existent. J'aurais pu, comme le font certains, insérer des réglets sur les côtés en ayant déterminé mon point zéro, c'est-à-dire le centre de la fraise, enfin le centre de l'axe de la défonceuse, et puis m'en servir pour caler le guide comme ça à l'œil. Mais j'ai pas trouvé que ça c'est forcément très très fiable, surtout qu'on n'est pas forcément toujours sur des millimètres ou on peut se retrouver sur des demi-millimètres, des quarts de millimètre en fonction de ce qu'on a à faire. Donc du coup j'ai opté pour une méthode complètement différente et ça a donné lieu à la construction d'un des premiers accessoires que j'ai fait pour elle et que je vais vous présenter maintenant. C'est tout con, c'est tout bête, c'est une pauvre planche de contreplaqué. Alors sur cette planche de contreplaqué, j'ai juste adjoint un tasseau en bois dur, là du hêtre en l'occurrence, que j'ai dégauchi et que j'ai raboté de manière à ce qu'il corresponde exactement à l'empreinte de mon rail qui est ici. C'est-à-dire que cette pièce s'adapte parfaitement dedans. Après l'avoir collé, vissé, et en faisant bien attention que cette partie-là, la partie opposée, je vous montre, ça sera peut-être plus clair en posant, voilà, soit dépasse de mon puits légèrement, de mon puits. Une fois que ça a été fait, j'ai mis une fraise de vin dans ma défonceuse, et puis j'ai passé la planche dessus. Faisant ça, je me retrouvais avec cette partie parfaitement parallèle à mon tasseau,
Donc, parfaitement parallèle à mon rail. Jusque-là, on s'encarre un peu l'oignon, ça n'a pas une grosse importance, on est sur quelque chose de circulaire, hein. On travaille sur du circulaire, donc qu'on soit comme ça, l'usinage sera toujours le même. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à être parallèle. Par contre, en l'ayant coupé avec une fraise de vin, je me suis retrouvé, et ça c'est important, avec le bord à 10 mm précisément du centre de ma fraise qui faisait 20, puisque j'en ai enlevé la moitié. Donc du coup, je me retrouve avec ce guide qui est à 10 mm du centre de ma fraise. Et alors à partir de là, il y a un calcul tout simple à faire. Admettons par exemple que je monte une fraise de 10 mm, que je veuille faire une rainure de 10 mm, on va dire. Je prends le diamètre de ma fraise que je divise par 2. Je rajoute à ça la distance que je souhaite, là en l'occurrence 10 mm, et j'obtiens la distance exacte qu'il doit y avoir entre cette partie du guide et mon guide. Ouais, c'est pas très clair. Donc en gros, la moitié de la fraise, 10 mm divisé par 2, 5. La profondeur que je souhaite, 10 mm, j'ajoute les deux, 15 mm. Je prends une chute de 15 mm d'épaisseur, par exemple celle-ci. J'ai préparé avant, je sais qu'elle fait 15, mais bien évidemment je vérifie toujours avec un petit coup de pied à la coulisse. Sauf quand je connais parfaitement mes pièces, certaines sont d'ailleurs référencées 15 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, enfin j'en ai toute une série. Je pose ça ici, comme ça, je repousse mon guide, voilà, je verrouille, je retire le tout, et ça y est, mon guide est en place à la profondeur exacte souhaitée. C'est super simple, c'est très très fiable, je l'ai utilisé plusieurs fois jusqu'à présent et j'ai jamais rencontré le moindre problème. Et c'est... Alors là vous allez me dire, voilà, je suis sur du 15 mm, 10 mm, 5 mm, enfin, des choses qui sont relativement simples à trouver dans nos chutes de bois, mais c'est pas forcément toujours le cas. Je peux me retrouver sur avoir besoin d'un écart de 16,5 ou des trucs comme ça. Et bien là, ça va donner lieu à une deuxième série de petits accessoires que je me suis créé, et qui sont des reliquats de l'époque où je faisais du modélisme, où j'avais donc acheté pas mal de cartes plastiques, et qui ont l'avantage de ne pas être très cher, et surtout d'être à des épaisseurs très très précises. Donc j'ai tout un petit jeu de cartes plastiques, j'ai du 1 mm, du 0,5, du 0,25, j'en ai même d'autres qui font du 0,2, j'ai du 0,10, enfin, j'ai plein de petites cales. Et admettons que je veuille faire ma rainure plus à 10 mm, si vous vous rappelez du début de l'explication, mais à 11 mm, et du coup mon calage se passera de 15 à 16 mm. Auquel cas, je me contente simplement de rajouter des petites cales de 1 mm, et je suis sur mon 16 mm. Voilà, c'est super simple. Alors à noter que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à devoir être dans les négatifs. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver un cas de figure où ça arrive, besoin de faire par exemple un fraisage au milieu d'un panneau. Donc à 10 cm à l'intérieur du panneau. Pardon. Donc toujours le même calcul, et je vais me retrouver avec le guide qui va être approximativement par là, on va dire. Et bien là je fais exactement la même technique. Là je sais qu'en faisant ça, je suis à une certaine cote. J'enlève mon plateau. Je sais très précisément où j'en suis. Ce qui fait que je rajoute une pièce que je me suis taillée vite fait à la scie sur table qui correspond à l'écart dont j'ai besoin. Je fixe provisoirement un tasseau à l'endroit déterminé, et puis je redéplace mon guide en reprenant appui sur lui, je reverrouille, et la chose est parfaite. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai rencontré aucun cas de figure où je ne pouvais pas utiliser cette méthode-là. J'ai jamais eu de problème de fiabilité. Et en termes de vitesse d'exécution, franchement, je ne connais pas mieux. Toujours pour rester dans le domaine des petits accessoires que j'ai créés, vous vous souvenez dans les vidéos précédentes concernant les tiroirs, je parlais d'une pièce un peu compliquée à usiner parce que ça m'obligeait à travailler sur le champ. En gros,
à travailler à peu près comme ça sur l'appareil. Et là, il est évident que quand je suis là, je peux mettre aucun presseur, je peux mettre aucune sécurité, je peux rien mettre, la fraise est forcément accessible. Et ça, pour mes petites mimines, hors de question. Donc à cette occasion, j'avais construit un accessoire que je continue à utiliser maintenant et qui est tout bête aussi, hein, une planche de contreplaqué, une butée au bout, que je trouve longue, voilà, une butée au bout, une poignée. Et à partir de là, eh ben, ça me permet de pousser ma pièce tout en restant en totale sécurité. Encore une fois, si j'ai un rejet, à aucun cas ma main peut toucher la fraise, être en contact avec la fraise, pardon, excusez-moi. Et cette partie-là fait aussi office de martyr. Alors généralement, j'essaye de le protéger en mettant une petite pièce intermédiaire quand même qui va ramasser à la place, parce que j'ai pas envie de le faire tous les jours non plus. Mais on voit que y a quand même eu quelques fois où j'y arriverai, oui, là, je sais pas si on le voit, là, le bon angle, voilà, ça a déjà fait son office. J'ai déjà été mauvais et surtout ça a déjà fait son office. Et là par contre, ce jour-là j'ai eu raison de l'utiliser parce qu'une fois j'avais dû, est-ce qu'on arrivera à le voir aussi, voilà, j'avais dû rater, rater un calage. Ça c'était avant de construire mon gabarit de pose. Et du coup, là j'aurais pris cher au niveau des mains si j'avais pas utilisé ce poussoir. Donc sans vouloir jouer au vieux coup paternel, la sécurité, voilà, on lésine pas avec ça. On prend toujours le temps de construire quelque chose, si on ne l'a pas, avant d'exposer ses mains. C'est vraiment un conseil que je m'applique au quotidien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet accessoire-là. Je vais vous en présenter un autre, qui est encore plus bon. Alors, là, je vais parler de mon plateau, qui est, encore une fois, si vous vous souvenez des toutes premières vidéos, même de la première, je crois, j'avais attaché pas mal d'importance à garder ma surface bien plane, à bien la polir, à avoir le moins de désaffleurs possible partout pour que ça glisse bien, avoir fait une belle finition de manière à ce que vraiment il y ait une bonne glisse. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment bien et ça tient dans le temps. Hein. Ça part, bon, il commence à y avoir des griffures, des trucs, mais en même temps, c'est un outil que j'utilise, c'est un peu normal. Mais voilà, ça se tient bien dans le temps. Ceci dit, lors d'usinage répété, notamment avec des bois résineux type du pin, du sapin ou des conneries comme ça, je peux au bout d'un moment finir par perdre un peu en glisse, ou si je me retrouve, ce qui arrive des fois dans des cas de figure où je vais usiner des pièces comme ça, sans utiliser de chariot, à main levée juste en appui sur le guide. Donc c'est là où je mets ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le coup du presseur que je laisse légèrement au-dessus, de manière à ne pas risquer d'être en contact avec les mains. Bon là j'ai vraiment besoin d'avoir une glisse fantastique. Donc il existe plein de produits dans le commerce, hein, j'en ai même certains que j'utilise pour l'aluminium, comme celui-ci par exemple. Il y a du Kitty Speed, il y a pas mal de trucs. Et moi j'en ai trouvé un autre qui marche vachement bien et qui est un tarif défiant toute concurrence. Voilà, c'est du talc, de la poudre de bébé, du talc. Donc ça fonctionne vraiment bien. J'en mets juste un petit peu sur la table. Hop, j'en profite pour faire le guide avec le surplus. Et là, la glisse, ça part tout seul. C'est un vrai bonheur. Ça a l'avantage de, ça pue pas, c'est génial. Voire même ça fait un peu la Madeleine de Proust. Ça rappelle un peu quand on se faisait essuyer les fesses par nos mamans, ou quand on essuyait les fesses de la génération suivante. Ça me rappelle des souvenirs aussi. C'est pas cher du tout et ça ne laisse aucune trace sur le bois. Il n'y a pas de marque, ça s'imprègne pas dedans. C'est en gros comme si on n'avait rien mis concernant le bois. Donc ça c'est un petit truc que je donne au cas où par hasard vous n'auriez pas pensé. Le talc, la machine à tout faire. Voilà, je pense qu'on commence à avoir fait le tour à peu près des accessoires principaux que j'utilise. Il y en a d'autres mais que j'utilise moins souvent, donc ça pas forcément un grand intérêt. Puis il y en a que je me construis des fois pour une demande spécifique. J'ai besoin de quelque chose, je vais me construire l'appareil qui va avec
pour faire cette réalisation. Et j'insiste sur le fait qu'en matière de sécurité, je suis quand même vachement prudent quand j'utilise cet appareil et que je prends toujours le temps de construire avant d'utiliser si j'ai pas la pièce exacte qu'il me faut pour pouvoir travailler en sécurité. Voilà, c'était les conseils de Monsieur Sécurité. Je vais maintenant peut-être vous montrer la façon dont je le branche, parce qu'en fait j'aurais pu commencer par ça, j'y ai pas pensé. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour ça, je me suis rajouté deux petits tourillons sur mon guide, et ces deux petits tourillons ont pour objet de déposer ce petit boîtier, qui est pareil, un truc que j'ai cannibalisé sur la même partie, enfin sur le même kit que ce machin-là. Et du coup, ce qui me donne un bouton d'arrêt et un bouton de démarrage sans devoir aller trifouiller à droite, à gauche, à péter où je tape les doigts. Pour l'aspiration, je me mets soit ici, sur le guide, directement, la partie d'aspiration qui est, comme je le disais sur la vidéo d'hier, moyennement efficace. Ça dépend des cas de figure en fait. Il y a certains cas de figure, quand tout est bien positionné pour ça, où ça aspire les trois quarts de ce qui sort. Et puis il y a d'autres cas où ça marche un peu moins bien, j'ai moins que les trois quarts, quoi. Mais bon, j'en ai quand même toujours plus dans mon sac que dans le fond du meuble. Quand je ne peux pas utiliser cette partie-là pour X ou Y raison, c'est là où je me branche sur le tube dont je vous ai parlé, simplement comme ça, et voilà, ça y est, l'affaire réglée. Donc encore une fois, comme je le disais, j'ai pris le temps de construire des choses de manière à passer du temps une fois et après arrêter d'être emmerdé et pouvoir travailler et pas jouer avec des outils, des machins, des trucs, des bidules pour adapter des machins à chaque fois que je veux faire quelque chose. Pour la partie électrique, en fait tout passe par ce boîtier, donc il suffit de récupérer, de brancher la défonceuse sur cet appareil. Ensuite, avec une petite rallonge, je viens me brancher sur mon aspirateur. Comme ça, je rebranche cette partie-là, et voilà, là c'est déjà opérationnel, avec la prise asservie de mon aspirateur, j'appuie, ça part, j'appuie là, ça part, ça s'arrête. Et j'ai choisi ce placement-là parce que, alors je vais déplacer un tout petit peu la caméra, je m'excuse, ça va bouger, ça va pas être beau. Voilà, quand je bosse, en fait, la plupart du temps, je suis ici, je suis placé comme ça, donc en étant placé comme ça, en fait, c'est un des endroits les plus logiques pour l'atteindre, et surtout où que je passe mon guide, en fait je suis jamais embêté par ce truc là, et il est toujours placé pour moi au même endroit. Donc voici pour la petite partie du branchement électrique. Et maintenant, pour conclure ces petits bonus, je propose de vous montrer quelques vidéos faites précédemment d'utilisation de la défonceuse. Alors je ne pourrais sûrement pas vous montrer tout ce que j'aimerais vous montrer parce que j'ai ce que j'ai comme vidéo dans mes archives, mais rassurez-vous, il y aura bien d'autres vidéos où cet appareil va tourner. C'est maintenant un appareil, un outil que j'utilise énormément, plus que les défonceuses à la volée, parce que c'est un gain de temps, mais c'est monstrueux comme ça va vite à utiliser, quoi. Voilà, et on regarde tout de suite ces archives. Avant qu'on regarde les petites archives, je vais revenir un peu sur le point du gabarit pour placer mon guide. J'ai monté la première partie de la vidéo et j'ai vu que j'avais oublié un truc vachement important en fait, donc du coup j'ai un peu dit n'importe quoi. Et oui, parce qu'il faut penser à rajouter les 10 qui séparent le bord du gabarit avec le centre de la fraise, bien évidemment. Désolé de ne pas avoir été... Enfin, voilà, bref. Ce qui, dans la réalité, donc réellement, 10 moins la moitié du diamètre de la fraise, plus la distance souhaitée. Donc dans le cas de figure que j'expliquais tout à l'heure, là on était bon, parce que ça nous donne 10 moins la moitié du diamètre de la fraise, donc 10 divisé par 2, 5, 10 moins 5, 5, plus les 10 que je voulais de profondeur, ce qui me donne bien 15. Dans le cas par exemple du même fraisage, à 10 du bord
de la planche mais avec une fraise de 20, ça nous donnerait 10 moins la moitié du diamètre de la fraise, donc 10 moins 20 divisé par 2, 10 moins 10, 0, plus les 10, 10 là je calerai à 10. Dans le cas où je suis toujours sur une fraise de 10, mais je veux fraiser à 20 du bord, pour faire 10 plats, un creux de 10, et là je continue sur la planche, ça nous donnerait 10 moins la moitié de la valeur de la fraise, donc 5, 10 divisé par 2, plus 20, ce qui nous donne 10 moins 5, 5, plus 20, 25, là je cale à 25. Voilà. Bon, je vais avouer, pour me simplifier la vie, je me suis fait un petit tableau sous Excel avec juste une petite formule, comme ça j'indique dessus le diamètre de la fraise, la profondeur que je souhaite, ça me calcule le merdier et j'évite de réfléchir parce qu'avec mes deux neurones qui se battent en croix, je pense que j'aurais pas fini de me ramasser. La preuve en est mes explications qui sont aussi obscures que du jus de boudin. Allez, on regarde les archives. Voilà, j'espère que ces petits bonus vous auront plu. Moi, en tout cas, je me suis bien régalé à pouvoir vous montrer tout ça. Et puis maintenant, je vous dis à une prochaine fois avec des projets plus conséquents. Alors, les prochains projets qui seront publiés sur la chaîne sont malheureusement encore des trucs où il va y avoir pas mal de photos. J'ai pas toujours filmé, mais promis juré, parole de scout, ça va s'arranger. Allez, à la prochaine, salut!